Bienvenue dans ce nouvel épisode. De l'info, du savoir-faire, des expériences, du partage, c'est le bar de l'économie tous les matins de 9h à 10h30. Une info, un message, une manifestation, contactez-nous. Et oui, le vendredi, on prend le temps, on vous prépare aux petits oignons de quoi remplir votre week-end, car le week-end, on a le temps de préparer des bons petits plats, de faire son marché, de rechercher quelques produits qui nous intéressent. Et du coup, j'accueille Virginie Legrand, bonjour, notre chef à domicile préféré. Bonjour Florence. Alors, le point culture aujourd'hui, le produit de saison, la recette, le mot ou le verbe du jour, on commence par le produit de saison ? Oui, la figue. La figue qui ravit les étals de marché en ce moment en septembre. Cet aliment est originaire d'Asie mineure et s'est très vite répandu dans le bassin méditerranéen. Aujourd'hui, c'est dans le sud de la France, notamment dans le Vaucluse et le Var, que se concentre l'essentiel de la production. La récolte a lieu entre juin et septembre. La figue fraîche est beaucoup moins calorique que la figue séchée, elle apporte autant que la prune ou la pomme. Elle est très riche en fibres et en minéraux, ce qui rétablit efficacement l'équilibre alimentaire. Fragile, ce fruit s'abîme très vite, il ne doit pas rentrer dans le réfrigérateur qui masque son arôme. Elle se déguste aussi bien en salé qu'en sucré. Nos ancêtres du XVIIIe siècle adoraient la déguster écrasée sur une belle tranche de pain de campagne relevée de poivre. En France, Louis XIV, grand amateur de figues, demanda à son jardinier la Quintini de planter plus de 700 figuiers dans le potager à Versailles. Donc, pour une idée d'apéritif, samedi ou dimanche midi, je vous propose d'associer une tranche de pain d'épices, une rondelle de figue fraîche, une rondelle de chèvre cendrée, un petit peu de miel, du thym, du chorizo. Vous passez au four un quart d'heure, c'est délicieux avec une petite coupe de champagne. Ça, c'est une super idée. Merci beaucoup pour la recette. Si vous permettez, chef, j'ai envie d'en ajouter une petite autre. Je vous permets, Florence. C'est comme avec les pruneaux, on enrobe la figue d'une petite tranche de lard ou une demi-tranche de lard et on le passe au four tout simplement. Et ça, c'est quand même génial. Ça va très vite à faire. Et comme on est délicieux. Pressé, et c'est délicieux. Et Yves le fait maison, on est d'accord. Alors, je voudrais juste rajouter que effectivement, le bassin de la figue en France, c'est toute la région de Soliès, Soliès-Ville, Soliès-Pont, parce qu'il fait très chaud là-bas. Et donc, voilà pourquoi les figuiers poussent en quantité. C'est très bon. On poursuit, Virginie, avec peut-être notre point culture. Alors, la genèse, ou la jeunesse, j'allais dire, du hamburger. Exactement. Donc, on dit hamburger, mais normalement, on devrait dire hamburger. Là, c'est mon côté germanophile qui reprend le dessus. Comme son nom l'indique, il est né à Hambourg, en Allemagne. Il est issu de l'immigration des Allemands vers l'Amérique au XIXe siècle. Il s'agissait d'un plat servi sur les lignes de la Hapag, compagnie maritime reliant le port aux USA. En allemand, Hamburger signifie hambourgeois, c'est donc le nom des habitants de cette ville du Nord. À l'époque, la viande est salée, mélangée avec des oignons et de la chapelure et parfois fumée pour pouvoir se conserver durant la longue traversée. Sur le port de New York, des stands de viande attirent les marins allemands avec le slogan « Steak cuit dans le style de Hambourg » aux alentours de 1885. C'est ainsi, grâce aux vagues successives de l'immigration européenne sur le Nouveau Monde au XIXe siècle, que ce sandwich connaît son succès sur le sol américain. Cela deviendra quelques décennies plus tard l'emblème de la restauration rapide. Ce produit suscite des folies, premièrement. Le 13 novembre 2004, Takeru Kobayashi a battu son propre record en avalant 69 hamburgers en 8 minutes au cours d'un concours organisé dans le Tennessee. Il suscite également des revisites, notamment dans les grands restaurants où on revisite le hamburger avec notamment de la mousse de saumon fumé, une escalope de foie gras poêlé. Ça peut être aussi des hamburgers complètement veggie. C'est délicieux quand on fait le pain maison. En tout cas, ça me donne l'eau à la bouche. Merci Virginie. Mais je ne sais pas, quant à ce record dont vous venez de nous parler, en 8 minutes, 69 hamburgers en 8 minutes. Je ne sais pas comment il fait pour avaler tout ça en si peu de temps. Enfin bref, chacun son délire. Voilà, chacun son délire, exactement. Ou son amusement, si je puis dire. Allez, on termine avec notre mot du jour. Alors aujourd'hui, c'est la maryse. Oui, alors durant mes ateliers de cuisine, tout le monde s'interroge à chaque fois pourquoi le nom de la maryse. Je vous le dirai plus tard. Mais en tout cas, la maryse est une spatule en caoutchouc permettant de mélanger divers ingrédients ou de corner un récipient, c'est-à-dire racler la paroi pour enlever les restes d'une crème. C'est un ustensile relativement multifonctionnel. Mais donc du coup, qui était cette maryse qui a donné son nom à l'ustensile prisé par les cuisiniers et les pâtissiers? J'ai trouvé l'anecdote, j'ai trouvé que c'était très très joli. Revenons donc sur un souvenir d'enfance de Léonard de Buyer.
En vacances, dans le château de ses grands-parents, le jeune garçon s'ennuyait un dimanche matin en attendant le moment d'aller à la messe. Sa nurse, qui avait rendez-vous avec le jardinier, l'avait en effet préparé longtemps à l'avance. Dans son costume du dimanche, le petit Léonard partit à la recherche d'un roseau qu'il tailla pour s'en faire une épée. Il lui manquait un casque. Se glissant dans la cuisine par une des portes-fenêtres ouvertes sur le jardin, il avisa sur une table de marbre blanc un récipient rond en cuivre qui brillait au soleil. Hissé sur la pointe des pieds, il réussit à s'en emparer, le mit sur sa tête et s'en retourna dans le parc combattre les ombres des arbres centenaires. Hélas, ce récipient avait servi à préparer le gâteau dominical, si bien que lorsque vint le moment d'aller à la messe, les cheveux et le costume du petit Léonard étaient agrémentés de quelques taches jaunâtres du plus bel effet. Le grand-père fessa copieusement l'enfant et le priva de dessert pour le restant des vacances. La cuisinière, qui se sentait responsable, se lamentait en confectionnant en cachette des sablés qu'elle glissait dans les poches de l'enfant. « Si seulement j'avais mieux raclé le fond de mon cul de poule, lui disait-elle, vous n'auriez pas été si durement puni. » Des années plus tard, lorsque Léonard hérita enfin de la manufacture créée par son grand-père, il travailla nuit et jour et réussit à mettre au point un ustensile permettant de racler parfaitement le fond des récipients, ustensile auquel il donna tout naturellement le prénom de la cuisinière de ses grands-parents. C'est ainsi qu'on appelle ça une maryse. Ah, c'est une très jolie histoire très jolie, et on le remercie pour cette invention parce qu'effectivement, rien ne se perd. Exactement. Merci Virginie Legrand pour ces jolies idées que nous allons mettre à profit tout le week-end. Merci Florence. À bientôt. À bientôt.